8h30 ce matin, l'interview, c'est avec le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Merci Adrien. beaucoup d'être là. Je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes, je le rappelle, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. On va parler ensemble dans un instant de l'Ukraine, de la Russie, de la Corée également. L'image du jour, bien sûr, c'est cette poignée de main entre les dirigeants russes et nord-coréens. Mais d'abord, je voudrais qu'on dise un petit mot de la Libye, parce que c'est aussi l'actualité. Ces pluies diluviennes, ces milliers de morts. La France a annoncé qu'elle allait envoyer aujourd'hui un hôpital de campagne. Question très simple et peut-être très compliqué à la fois. Comment on intervient dans un pays dans lequel l'État est pratiquement dissous, dans lequel l'insécurité est totale, dans lequel même les autorités se font concurrence, puisqu'il y a en réalité des autorités de l'Ouest et de l'Est. À quoi ça peut ressembler ? Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que cette catastrophe est une catastrophe écologique, mais aussi due à l'absence de l'État et la situation que vous décrivez. Les barrages qui cèdent, qui n'ont probablement pas été entretenus, les maisons qui ont été construites en dépit du bon sens, c'est aussi une des causes de la catastrophe. Le deuxième point, c'est que vous avez raison, il y a des autorités à l'Est, il y a des autorités à l'Ouest. Ce qu'il y a de frappant, c'est que les autorités à l'Ouest ont tout de suite envoyé des secours pour arriver. Et comment on intervient ? On intervient par les réseaux locaux qu'on a réussi à maintenir, ce qui est parfois difficile. Mais des réseaux quoi, de sécurité Il y a une présence occidentale dans le pays qui peut permettre de sécuriser les équipes qui vont arriver, les ONG, les secouristes ? Non, une présence actuellement à Derna, je ne crois pas qu'il y ait de présence vraiment sur place, mais depuis cette guerre, depuis 2011, il y a des contacts qui ont été liés et l'important, c'est de maintenir ces contacts. Et si on peut intervenir, c'est si on a réussi à maintenir ces contacts là-bas. Et ça montre tout le travail des services globalement, services quels qu'ils soient, qui permettent de savoir, tiens, je prends tel numéro, il est à Derna, en espérant qu'il n'est pas une des victimes de la catastrophe, et on voit comment on peut acheminer tout ça. Des relais, en fait, en quelque sorte, de terrain pour les Occidentaux, même si ce sont des contacts assez informels en réalité. Exactement. Et entre pays qui veulent intervenir, je pense aux pays du Golfe qui interviennent très très vite, par exemple, eh bien la France peut être en contact avec les pays du Golfe en disant, vous avez des contacts sur place, parce qu'ils ont probablement maintenu des contacts sur place. Comment est-ce que nous, on peut faire ? Vous voyez, c'est pas forcément direct, c'est parfois indirect. Alors, on va en venir, donc, je le disais, à cette image de la matinée. Saisissante, la rencontre, la poignée de main entre le président russe Vladimir Poutine et le président nord-coréen Kim Jong-un. Ils se rencontrent dans le cosmodrome de Vysotchny, en Russie. Doit-on s'inquiéter de cette rencontre ? Alors, s'inquiéter, pas forcément, parce que ça marque le lien entre deux dictateurs. Maintenant, ça indique de la part de la Russie qui a besoin de cette rencontre. Donc, faut se souvenir que le ministre de la Défense, Shoigu, était en Corée du Nord il y a quelques semaines. Et donc, il a probablement fait avancer un certain nombre de dossiers. Il est d'ailleurs aux rencontres ce matin. Mais aujourd'hui, le dictateur nord-coréen avait besoin d'une visibilité au niveau de chef d'État. Donc, pas discuter avec le ministre de la Défense, mais avec le président Poutine. Et si le président Poutine l'accepte, c'est qu'il en a besoin. Il en a besoin pourquoi ? Parce qu'il est en train d'envisager la guerre sur le long terme. Et qu'il a besoin d'approvisionnement en munitions. Je pense en particulier des munitions rustiques, parce que la Corée n'est pas à la pointe de la technologie. Je m'arrête un instant sur ce que vous dites, général. Ça paraît fou. La Corée du Nord est puissante au point de pouvoir aider la Russie. En termes de dimension, ça paraît presque aberrant. Oui, sauf que en Corée du Nord, vous avez des usines qui peuvent travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sous la houlette du dictateur pour fournir des obus de 122, de 152, dont la Russie a besoin. Je pense, rien n'est prouvé, mais il y a une possibilité aussi que la Corée du Nord serve d'intermédiaire entre la Chine et la Russie. La Chine ne peut pas se permettre, aux yeux du monde, de fournir des éléments en particulier technologiques, des sous-ensembles, pour les missiles, pour les drones, etc. Elle ne peut pas le fournir directement à la Russie, mais elle peut peut-être les passer à la Corée du Nord, et les Corées du Nord la fournir à la Russie. De l'autre côté, le gagnant, c'est bien sûr le dictateur nord-coréen, parce qu'il s'ouvre une perspective internationale. Et parce que Vladimir Poutine, d'ailleurs, et le Kremlin ce matin, disent de manière assez précise que la Russie va aider la Corée du Nord à construire des satellites. Annonce également du Kremlin, Kim et Poutine ont visité ce matin un site d'assemblage et de lancement de fusées. Ça veut dire qu'il y a là un donnant-donnant. On peut vous donner un armement rustique de la Corée vers la Russie, et la Russie va faire une aide technologique, en fait. Exactement. Et alors, il y a une image qui a été présentée il y a quelques jours très intéressante du lancement d'un sous-marin soi-disant nucléaire coréen. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est un ancien sous-marin russe qui a été fourni à la Corée, qui l'a modifié,
et qui le lance, probablement incapable de lancer des missiles balistiques, mais des petits missiles peut-être, mais pas des missiles stratégiques. Et on voit que ces liens entre la Corée et la Russie, en fournissant à la Corée des équipements qui lui permettent de progresser, est un sujet important. Au passage, ça veut dire dissémination de la capacité nucléaire de la Corée, dont je rappelle qu'on ne sait pas aujourd'hui si la Corée, qui a l'arme nucléaire, a été capable de la miniaturiser pour la mettre sur une fusée. Les fusées existent, l'arme nucléaire existe, les deux, on ne le sait pas. Donc pour bien comprendre, quand on dit satellite, lancement de fusée, on ne parle pas simplement aller dans l'espace, faire de l'exploration spatiale. On parle potentiellement armement également. Il y a cette dimension-là. Pour la Corée, c'est essentiel. C'est ce qui est la survie du régime coréen. Pourquoi le régime coréen arrive à subsister, à part l'organisation interne, bien sûr, c'est parce qu'il dispose de l'arme nucléaire. Et je rappelle toujours que le discours sur l'axe du mal en 2002 du président Bush désignait 3 pays, la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak. Il a attaqué l'Irak. À l'époque, l'Iran et la Corée du Nord n'avaient pas d'arme nucléaire. Depuis, la Corée du Nord a une arme nucléaire. L'Iran est très proche de l'arme nucléaire. Donc c'était une erreur stratégique majeure de s'en prendre à l'époque à l'Irak au lieu de s'occuper des 2 principaux protagonistes que sont l'Iran et la Corée du Nord. Sur l'image, bon, elle est saisissante, elle va être commentée, elle va faire réagir aussi dans les différentes capitales internationales et occidentales en particulier. Est-ce que vous croyez à l'efficacité de cette coopération ? Est-ce que ce que les Nord-Coréens peuvent apporter aux Russes et les Russes aux Nord-Coréens va considérablement changer la donne ? Alors, changer la donne, je ne pense pas. Mais l'efficacité, oui, dans la durée. À fournir des milliers d'obus, ça permettra à la Russie de tenir sur les lignes sur lesquelles elle veut tenir, de tenir défensivement. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, même les généraux russes critiquent la capacité de l'armée russe et de l'artillerie russe. L'artillerie, c'est la mère des batailles dans l'imaginaire russe, enfin soviétique et russe. C'était l'arme de l'artillerie qui permettait de gagner les batailles. Or là, les généraux russes, je cite en particulier le général Popov, qui a été démis de ses fonctions, qui commandait dans la région de Zaporijia, il disait, mais aujourd'hui, les Ukrainiens ont des radars de trajectographie et des canons, en particulier le canon César, qui permettent de tirer immédiatement sur nos pièces d'artillerie dès qu'elles ont ouvert le feu. Et donc ça détruit nos pièces d'artillerie. Nous n'avons pas cette capacité. Donc ça veut dire que la Russie est en train de s'organiser pour pouvoir tenir sur la durée aujourd'hui. Quelle peut être la réaction à l'international, la réaction occidentale ? Est-ce que nous sommes condamnés à regarder ces images sans avoir en réalité la moindre prise dessus ? Malheureusement, j'ai peur que... Alors, l'Assemblée générale des Nations Unies commence bientôt, dans une semaine, à peu près. Oui, dans version un peu amoindrie, parce que quand on voit que beaucoup de dirigeants occidentaux ne s'y rendront pas, d'ailleurs le président français n'y sera pas, on se demande si elle aura une réelle portée. Oui, alors voilà, c'est là où je voulais en venir. L'Assemblée générale des Nations Unies, c'est le lieu où tout le monde peut se rencontrer. Mais à partir du moment où il ne peut pas y avoir de décision, parce qu'au Conseil, évidemment, la Russie va bloquer. Au passage, il y a des résolutions du Conseil de sécurité qui condamnent la Corée du Nord et qui ont été votées par la Russie. Mais la Russie, aujourd'hui, se moque complètement de toutes les décisions qui sont prises là, soit parce qu'elle les bloque, soit parce qu'elle ne les applique pas. Et donc, on voit que, vous avez raison, on est malheureusement en position aujourd'hui de regarder. On doit déployer de nouveaux efforts pour essayer de rassembler d'autres pays. Je pense aux BRICS, je pense au cadre du G20. Brésil, Russie, Inde, et voilà, Chine, et essayer de réunir tout le monde pour leur faire changer de position. Mais aujourd'hui, ils sont un peu passifs. Mais Général Dominique Trinquant, il y a quelques années, le président français avait dit à propos de l'OTAN qu'elle était en état de mort cérébrale. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qualificatif pourrait s'appliquer à l'ONU ? Parce qu'on ne voit plus aujourd'hui quelles sont les marges de manœuvre de l'ONU, sa capacité à faire bouger les choses sur le plan international. Oui, par le blocage qui existe au sein du Conseil, avec un membre permanent lourd, la Russie, qui bloque tout, la Chine, qui suit bon an, mal an. Alors soit elle bloque, soit elle reste neutre, j'allais dire. Donc il y a une incapacité au Conseil de sécurité, bien sûr, à prendre des décisions fermes sur un certain nombre de sujets. Donc l'ONU est en train de se chercher. Aujourd'hui, l'ONU ne peut être qu'un lieu de rencontre, qu'un lieu où il y a des échanges. Et j'ai vécu plusieurs assemblées générales, et je peux vous certifier que dans les couloirs, il se passe beaucoup de choses. Et le fait que les dirigeants n'y aillent pas aujourd'hui, c'est encore
c'est pire. C'est-à-dire que même le lieu de rencontre est en train de perdre de sa capacité. Et donc ça, c'est dommage. On va revenir également sur la dimension nucléaire. Encore une fois, Vladimir Poutine a brandi cette menace. Il le fait souvent d'une manière comparable. Si je cite là les mots qu'il a eus, il parlait en particulier des formations qui ont été opérées par les Britanniques, enfin notamment, il disait mais est-ce qu'ils comprennent avec quoi ils jouent? Est-ce qu'ils provoquent notre réponse sur les centrales nucléaires ukrainiennes? On dira encore que c'est du chantage nucléaire, il est lucide sur les commentaires, mais il dit ce que je viens de dire est très simple. Est-ce que ce sont encore des menaces en l'air comme l'ont été les précédentes? Alors, quand on parle de nucléaire, on ne doit jamais dire en l'air. Parce que, évidemment, le nucléaire est quelque chose de catastrophique. Mais il joue sur nos peurs. Et il joue sur nos peurs depuis le début de la guerre, souvenez-vous. Et depuis le début de la guerre, de façon mesurée d'ailleurs. Il laisse sous-entendre, il laisse les autres, Medvedev. Qu'il a beaucoup fait. Voilà, qui lui en fait beaucoup. Donc, et tout ceci a un impact sur nos citoyens. Les Français, je le vois parce que j'en rencontre beaucoup, me disent « et le nucléaire, et le nucléaire ». Le mot fait peur. Voilà, et moi j'ai tendance à reprendre les mots du Saint-Pape Jean-Paul II, « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». C'est notre façon de ne pas avoir peur qui va tenir tête à ce chantage. Parce que au bout du compte, les Russes, alors les Chinois encore plus, les Chinois l'ont dit plusieurs fois, pas de nucléaire, savent très bien que le nucléaire, c'est la boîte de Pandore. On ne sait plus ce qu'il y a après. Ce sont les Chinois, en fait, notre ceinture de sécurité dans ce dossier. Oui, vous avez raison, c'est complètement les Chinois aujourd'hui. D'où la nécessité de dialoguer beaucoup avec les Chinois. Moi, j'avais été marqué il y a plusieurs semaines par le nombre de visites américaines à Pékin. Il y a eu 5-6 visites d'importance à Pékin. Ça veut dire que derrière la confrontation entre la Chine et les États-Unis se rendent compte qu'ils ont besoin d'un dialogue avec la Chine. Il est à espérer que les Chinois sont sur la même ligne, mais ils sont dans une situation difficile aujourd'hui, les Chinois, sur le plan économique, sur le plan de la politique intérieure. Simplement, un événement. Les Chinois ont interdit de publier les chiffres du chômage des jeunes. Parce qu'en Chine, il y a des problèmes Parce que c'est sérieux. l'économie qui jusqu'ici tenait la nation et qu'elle est effectivement fragilisée. C'est fou, en fait. En vous entendant, Dominique Trinquant, je réalise qu'on dit à la fois dans le même entretien que les Chinois, peut-être, aident via la Corée du Nord les Russes, et qu'en même temps, c'est le dialogue avec les Chinois, par exemple, mené par les Américains, qui peut nous permettre une relative stabilité. Oui, moi, mon sentiment, c'est que les Chinois ont intérêt à ce que la guerre en Ukraine dure. Pour deux raisons. Ça fixe les Américains, tant que l'administration actuelle est en place, ils continuent à soutenir l'Ukraine. Donc ça fixe les Américains, ça affaiblit la Russie, donc de facto, la Chine prend plus de place, mais il y a besoin au niveau stratégique, au-delà de la guerre en Ukraine, d'avoir ce dialogue avec la Chine, tout bêtement parce que la Chine, je parlais des chiffres du chômage, l'usine du monde, si elle fonctionne, c'est pour le monde, et en particulier pour les Occidentaux. Les échanges avec la Chine n'ont fait qu'augmenter avec les Occidentaux. Et donc ils ont besoin de pouvoir travailler avec les Occidentaux. Source de grande préoccupation, et les Allemands en sont les premiers témoins. Je voudrais aussi dire un petit mot rapidement de l'OTAN, Général Trinquant. L'OTAN prépare un exercice d'ampleur pour le printemps 2024, c'est encore dans quelques mois, mais potentiellement le plus grand exercice de commandement conjoint depuis la guerre froide, avec l'idée qu'il puisse y avoir une agression russe contre l'un des membres de l'OTAN un jour. Est-ce que l'OTAN pense réellement qu'une attaque russe sur l'un de ses membres est une possibilité? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et l'OTAN fait ça. La France l'a fait avec l'exercice Orion qui s'est déroulé, ça n'avait jamais eu lieu. Moi, je suis de la génération qui a connu l'affrontement du pacte de Varsovie avant les années 90, où j'étais officier opération du 2e corps d'armée, où notre objectif, c'était de battre les soviétiques qui étaient à quelques centaines de kilomètres. Aujourd'hui, on doit se préparer de la même façon. Et l'OTAN doit réapprendre ce qu'elle avait un peu oublié. Après les années 90, vous savez, dividende de la paix. Tout se casse la figure. On a trop cru à la paix, en fait. Mais on a trop cru à la paix. Et aujourd'hui, c'est Poutine qui nous rappelle que la guerre est possible et que donc il faut la préparer pour l'éviter. Il y a aussi des partenaires importants. On parlait de la Chine, il y a le rôle du Brésil qui est troublant. Les Occidentaux ont souvent regardé le Brésil avec beaucoup de bienveillance, pensant même qu'il pouvait être un allié. Vous rappeliez l'existence tout à l'heure des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le président brésilien Lula a un peu douché les espoirs occidentaux en redisant que pour le prochain G20 Corée au Brésil, on pouvait tout à fait envisager une venue de Vladimir Poutine en substance, en ayant d'ailleurs une interrogation à voix haute sur la Cour pénale internationale. Rappelons que techniquement, Vladimir Poutine est sous mandat d'arrêt international.
On peut davantage compter par exemple sur la Chine que sur le Brésil pour pouvoir avancer? Alors, ce que vous dites à propos du Brésil, c'est intéressant, c'est-à-dire que le président Poutine peut venir, Oui. donc ça veut dire que les élections, il les a déjà gagnées, puisque c'est après les élections du mois de mars. Donc de la part d'un démocrate comme le président Mais y Lula, a-t-il un ça me paraît un peu suspense? surprenant de pouvoir dire une chose pareille. Que la Russie soit représentée, oui, que le président Poutine vienne, ça veut dire il fait fi de Vous avez raison. l'élection. Alors que le président Lula est l'exemple de la démocratie au Brésil. Il a gagné contre un opposant qui était... et il revient. Donc, si vous voulez, c'est là toute l'ambiguïté du Brésil, pays démocratique, et qui fait fi de la démocratie en parlant de la Russie. Mais est-ce que vous-même, au fond, en disant cela, vous croyez un instant que Vladimir Poutine puisse ne pas être à nouveau président de la Russie en 2024 si ces élections se tiennent? Évidemment que les élections, c'est une affaire gagnée pour le président Poutine. Le problème, c'est pas tellement les élections, c'est comment maintenir son pouvoir dans l'état d'instabilité de la Russie. C'est autre chose. Donc je pense pas que ce sont les élections qui sont importantes en Russie, c'est plutôt la stabilité du pouvoir et des réseaux internes de la Russie. Et l'intérêt que son entourage peut avoir à le maintenir au pouvoir. Exactement. Ou pas. Parlons quand même de ce qui se passe sur le terrain. La contre-offensive, bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit. C'est beaucoup de choses encore en ce moment. Là, il y a quelques heures, l'incendie d'un chantier naval à Sébastopol, dans la péninsule de Crimée. Sébastopol, je rappelle que c'est le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire, en mer Noire pour la Russie. Selon le gouverneur de la province de Crimée, gouverneur russe bien sûr, c'est une attaque de missiles. Il y a régulièrement les drones. Est-ce que ça nous dit quelque chose de la capacité ukrainienne? On voit les coups d'éclat. Ce qu'on ne voit pas, c'est les avancées significatives, durables, qui pourraient rassurer aussi les occidentaux et dire oui, ça avance vraiment. Moi, je pense que la première réflexion qu'on doit avoir, c'est sur quel est l'objectif stratégique des Ukrainiens. Et clairement, la Crimée est un objectif stratégique. On pourrait penser que c'était le Donbass. Non, c'est pas le Donbass, c'est la Crimée. De deux façons. Par l'offensive actuelle dans la région Zaporijjie, au sud, qui progresse lentement, mais qui progresse en direction de la mer d'Azov. Les premières lignes de défense qui ont été franchies, Voilà. mais l'avancée est quand même Elle très est lente, difficile. elle est lente. Le but étant de couper le Donbass de la Crimée. Et la deuxième, ce sont les frappes directement sur la Crimée. Soit sur le pont de Kerch, soit directement Sébastopol, dont vous parliez. Au passage, la déclaration de M. Musk expliquant qu'il avait empêché une attaque majeure sur la Crimée, sur Sébastopol, à l'époque où il aurait peut-être pu, l'Ukraine aurait peut-être pu couler la flotte russe dans le port de Sébastopol, montre qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont capables de le faire, mais que c'était un objectif depuis longtemps. Ça veut dire que vous êtes confiant sur la capacité des Ukrainiens à avancer, à pouvoir atteindre la Crimée. Il n'y a pas de problème de disponibilité d'armement, de type d'armes, d'hommes Alors je reprends la parole du prince d'Orange. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et donc c'est une vision optimiste que j'ai, d'abord parce que nous n'avons pas le choix. L'Ukraine doit gagner. Alors qu'est-ce que ça veut dire gagner? Je suis d'accord avec vous, on pourra en discuter. Mais doit obtenir des gains tels que la Russie doit se poser des questions et que si on veut négocier après, parce qu'il y aura une négociation forcément à un moment, on doit partir de bases nouvelles et non pas de la ligne de défense telle qu'elle était installée par les Russes depuis le mois de janvier. Mais vous avez vu ce que dit Mark Milley, le chef d'état-major des États-Unis, qu'on cite souvent. Il dit qu'il reste à l'Ukraine entre 30 et 45 jours de combat avant que les conditions météo n'entravent sa contre-offensive. On revient à nouveau dans cette perspective d'un automne, d'un hiver, les boues, les pluies, la rasputitsa, qui peuvent venir à nouveau geler le front ou rendre difficile les avancées. J'ai la même analyse que le général. Tout le monde là. La météo, on ne sait pas. Est-ce que ça va être dans 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines? On n'en sait rien. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une date butoir là, et c'est pour ça que les Ukrainiens doivent faire un effort en ce moment pour essayer d'obtenir ces gains dans la région de Zaporijjia. Mais le plus vraisemblable, vous disiez aussi tout à l'heure en substance, c'est qu'en fait, on est dans un conflit long, que l'impatience n'est pas bonne conseillère et qu'en réalité, on va à nouveau se préparer à une nouvelle année de conflit. Donc, un soutien occidental qui doit être plus long. On revient en fait à ce qu'on disait au début d'entretien. Vous dites que les Russes, eux, se préparent à une guerre longue. Complètement. Et eux, ils jouent sur l'élection américaine dans laquelle Biden pourrait la perdre, M. Trump pourrait la gagner. On me posait la question hier dans une réunion en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais je dis « Mais les Européens n'ont pas le choix que de continuer. » Pourquoi? Parce que ce que veut M. Poutine, c'est la destruction de l'Union européenne. Il a à sa porte
un havre de paix, de prospérité, qui est une ombre jetée sur la Russie, qui le gêne. Donc il veut détruire. Et donc les Européens, qui se sont réveillés tardivement, mais ils se sont réveillés, et les décisions prises au sein de l'Union européenne sont remarquables, je le dis. 27 pays qui arrivent à s'organiser pour reconstruire une défense au sein de l'OTAN pour l'instant, mais aussi une industrie de défense sont remarquables, et il faut appuyer ces efforts. Et on peut et on doit faire fi des menaces de Poutine, quelles qu'elles soient. Il le fait encore à propos des F-16 et des armes à sous-munitions. Il dit tout cela ne fera que prolonger le conflit. Ça doit être indifférent pour nous. Oui, non, mais c'est lui qui prolonge le conflit, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été ce matin. Plaisir de vous avoir reçu à nouveau dans un instant sur tous ces sujets, bien sûr. Elisabeth Martichoux, le temps de l'info. D'abord, la météo d'Ange Noiret.